Et si le véritable chagrin n'était pas de perdre quelqu'un, mais de ne jamais avoir été pleinement reconnu par cette personne qu'on chérit tant? Il y a des douleurs que l'on n'ose même pas nommer, comme celle d'aimer une mère, un frère, un conjoint, ou même un enfant, et de sentir au fond que quelque chose en nous leur échappe. Ce n'est pas de la haine, ce n'est pas un conflit explosif, c'est pire, c'est ce vide tiède et constant de ne pas être pleinement vu ni vraiment accepté. Carl Jung disait que ce que l'on ne veut pas savoir de soi-même finit par arriver de l'extérieur comme un destin. Et si ces relations douloureuses étaient en réalité des miroirs de notre inconscient, et si derrière l'attente d'être aimé par ces personnes se cachait une quête plus profonde, celle de nous réconcilier avec notre propre valeur, notre propre lumière et notre propre ombre, il y a une douleur qui ne crie pas. Elle ne fait pas de scandale, ne laisse pas de traces visibles. C'est celle de sentir que l'on tient à quelqu'un, sincèrement, profondément, mais que cette personne ne nous aime pas en retour. Ou du moins, pas de la façon dont nous en aurions besoin. Peut-être s'agit-il d'un parent qui nous critique plus qu'il ne nous soutient, d'un frère ou d'une sœur qui garde ses distances, d'un ami d'enfance devenu étranger, ou même d'un partenaire qui vit à nos côtés sans plus vraiment nous voir. Ce genre de rejet n'est pas toujours brutal. Il peut être subtil, quotidien, imperceptible. Et c'est ce qui le rend si difficile à affronter. Il nous laisse dans le doute, entre l'espoir et l'humiliation. Nous nous demandons, est-ce moi qui suis trop sensible? Suis-je en train d'exagérer? Et pourtant, une part de nous souffre en silence, chaque jour un peu plus. Le plus cruel, c'est que ce rejet vient souvent de personnes que nous aimons profondément. Et c'est là que réside le paradoxe. Plus le lien est fort, plus la blessure est profonde. Pourquoi? Parce que dans ces relations, nous cherchons inconsciemment une confirmation de notre valeur. Nous voulons être aimés non seulement pour ce que nous faisons, mais pour ce que nous sommes. Et lorsqu'on sent que ce n'est pas le cas, cela réactive en nous des blessures anciennes, parfois issues de l'enfance. Cette époque où l'amour des figures d'attachement était synonyme de survie émotionnelle. Il y a une vérité que nous connaissons intuitivement. Le rejet fait mal. Mais lorsqu'il provient de quelqu'un que nous aimons profondément, ce n'est pas une simple blessure, c'est un séisme intérieur. Pourquoi? Parce que les relations les plus proches activent les parties les plus vulnérables de nous-mêmes. Elles touchent à ce que nous avons de plus précieux, notre sentiment d'identité, notre besoin d'appartenance, notre soif de reconnaissance. Quand un inconnu nous juge ou nous ignore, cela peut nous déranger mais rarement nous briser. Mais quand il s'agit de notre mère, de notre père, de notre partenaire ou de notre meilleur ami, alors la blessure devient existentielle. Ce n'est plus simplement « je ne suis pas aimé », mais « je ne suis pas digne d'amour ». Je suis défectueux. Même ceux qui me connaissent ne m'acceptent pas. C'est là que réside le piège. Nous confondons souvent amour et acceptation inconditionnelle. Nous croyons que ceux qui nous aiment devraient nous comprendre, nous soutenir, nous valider, sans condition. Mais la réalité humaine est bien plus complexe. Même ceux qui nous aiment sont porteurs de leurs blessures, de leurs limitations, de leurs projections. Ils ne voient pas toujours qui nous sommes vraiment. Ils voient ce que leur propre inconscient leur permet de voir. C'est pourquoi Jung insistait sur l'importance de l'individuation, ce processus par lequel on cesse de chercher son identité dans le regard de l'autre pour la construire en soi. Mais avant de se libérer, il faut d'abord comprendre et oser ressentir. Car tant que nous cherchons la guérison dans le cœur de ceux qui nous blessent, nous restons prisonniers de leur regard. Il existe un mythe profondément enraciné dans nos sociétés, celui selon lequel la famille est toujours un lieu d'amour inconditionnel. Mais ce mythe est souvent un piège émotionnel. Combien de personnes vivent des années dans le silence, la honte ou la culpabilité, simplement parce qu'elles n'arrivent pas à ressentir cet amour censé être automatique? Combien se forcent à sourire lors des repas de famille, tout en sentant au fond d'elles-mêmes une dissonance cruelle? Pourquoi est-ce que je me sens si mal en présence de ceux qui sont censés m'aimer?
La vérité est la suivante. Toutes les relations familiales ne sont pas nourries par l'amour. Certaines sont basées sur le devoir, la peur, les attentes non dites ou les blessures transmises de génération en génération. Il y a des mères possessives, des pères absents mais dominateurs, des frères jaloux, des sœurs manipulatrices. Et il y a nous, au milieu de tout cela, tentant de maintenir l'illusion d'un lien authentique, simplement parce que c'est la famille. Mais un lien biologique ne garantit pas un lien affectif sain. Ce n'est pas parce qu'on partage du sang qu'on partage de la bienveillance. Et ce n'est pas parce qu'on est né dans un cercle familial qu'on y est psychologiquement en sécurité. Reconnaître cela est douloureux. C'est une forme de deuil, celui de la famille idéalisée, de l'amour espéré. Mais c'est aussi une étape essentielle vers la liberté intérieure. Carl Jung parlait souvent des rôles inconscients que nous assumons dans la famille, le sauveur, le rebelle, l'invisible. Ces masques que nous portons pour continuer à mériter notre place. Mais à quel prix? Et surtout, quand cessera-t-on de mendier un amour qui n'est pas librement donné? Se libérer de l'obligation affective, c'est faire un choix radical, celui de la vérité. Et parfois, cette vérité commence par une simple phrase intérieure. Je n'ai pas été aimé comme j'en avais besoin, et ce n'est pas ma faute. Il y a un mal étrange qui ronge silencieusement les âmes, celui de se sentir invisible, non pas aux yeux du monde entier, mais dans l'intimité de nos relations les plus précieuses, quand ceux qui sont censés nous connaître semblent ne pas nous voir, quand notre présence n'est pas remarquée, notre absence pas questionnée, notre voix pas entendue. Cette invisibilité, Jung l'aurait associée à ce qu'il appelait l'ombre. Cette partie refoulée de nous-mêmes que nous n'osons pas vivre, que nous avons appris à cacher, à nier, souvent pour être acceptés. Et plus nous réprimons ce que nous sommes vraiment, plus nous devenons acceptables, mais aussi invisibles. Dans l'enfance, beaucoup ont compris que pour être aimé, il fallait se conformer, ne pas trop pleurer, ne pas trop déranger, être gentil, brillant, sage, utile. Et peu à peu, nous avons troqué notre vérité contre une place dans le regard de l'autre. Mais ce regard est devenu une prison, et dans cette prison, nous sommes devenus étrangers à nous-mêmes. Dans les relations actuelles, cela se rejoue. Nous entrons dans des dynamiques où l'on ne nous voit pas, où l'on nous réduit à un rôle, à une fonction. Et cela réactive la douleur ancienne. Je ne suis pas assez, je dois encore faire plus, mieux, autrement. Pour Jung, l'invisibilité est le symptôme d'un désalignement avec le soi, ce noyau profond de notre identité psychique. Lorsque nous vivons en fonction de ce que l'autre attend et non de ce que nous sommes, nous nous éloignons de notre centre. Et tant que nous restons dans cette posture, même entourés, nous nous sentirons seuls. La guérison commence lorsqu'on ose regarder notre ombre, cette part blessée mais authentique, et lui dire « Tu as le droit d'exister. Tu n'as plus besoin de disparaître pour être aimé. » La première clé, aussi déroutante qu'essentielle, c'est l'acceptation radicale, pas la résignation, pas l'abandon, mais ce mouvement intérieur profond qui consiste à reconnaître ce qui est sans se battre, sans fuir, sans maquiller. Tant de souffrance naît de notre refus d'accepter que certaines personnes, même très proches, ne nous aiment pas comme nous le voudrions. Nous cherchons à comprendre pourquoi. Nous essayons de changer, de plaire davantage, d'expliquer, de justifier. Et ce faisant, nous nous épuisons. Car derrière ce combat, il y a une illusion. Celle que nous pourrions contrôler les sentiments de l'autre si nous étions meilleurs. Mais l'amour n'est pas une équation logique. Ce n'est pas une récompense pour bon comportement. C'est une énergie libre, vivante, parfois absente, parfois incohérente. Accepter radicalement que l'autre ne nous aime pas, ou pas comme on l'espère, c'est poser un acte de lucidité immense. C'est se dire « Je cesse de courir après un amour qui ne vient pas. Je ne le mérite pas moins. Il n'est juste pas là. » Cette acceptation ne supprime pas la douleur, mais elle y met un terme. Elle coupe le lien toxique entre l'estime de soi et l'approbation de l'autre. Carl Jung disait
Ce à quoi tu résistes persiste. Ce que tu acceptes se transforme. En cessant de résister à la réalité, nous récupérons notre énergie. Nous reprenons le pouvoir sur notre propre cœur, notre propre vie, et nous cessons d'être les otages affectifs de ceux qui ne savent pas nous aimer. Aimer quelqu'un ne signifie pas s'y fondre. Et pourtant, c'est ce que beaucoup d'entre nous faisons, souvent sans nous en rendre compte. Dans l'espoir de maintenir le lien, nous absorbons les humeurs de l'autre, nous adaptons nos mots, nous effaçons nos besoins, nos opinions, jusqu'à ne plus savoir où nous commençons et où l'autre finit. La différenciation émotionnelle, c'est cette capacité essentielle à rester soi-même en présence de l'autre, même quand il nous rejette, nous critique ou nous ignore. C'est savoir que nous avons le droit de ressentir, de penser, d'exister, même si cela dérange. C'est dire intérieurement « je peux t'aimer » sans me renier. Je peux te comprendre sans me justifier. Je peux rester en lien sans me trahir. Ce travail est difficile, surtout quand l'autre est une figure d'attachement ancienne, un parent, un conjoint, un enfant. Mais c'est une étape clé de la maturité affective. Carl Jung parlait de l'individuation comme d'un processus par lequel l'individu devient un tout autonome, capable de se tenir debout dans sa vérité, même au risque d'être incompris. Cela ne veut pas dire devenir froid ou distant. Au contraire, c'est dans cette clarté d'être que naît un amour plus libre, plus authentique, libéré des attentes dévorantes. C'est dire à l'autre « je t'aime, mais je ne vais plus me réduire pour être toléré ». Et à soi-même « je mérite d'être entier, même si cela signifie être seul parfois ». Il y a une idée largement répandue, mais profondément nocive, celle que l'amour exige tolérance infinie, disponibilité totale, proximité constante, mais parfois, c'est justement cette proximité qui blesse. Certains liens deviennent corrosifs, non pas à cause de ce qui est dit, mais à cause de ce qui est répété en silence. Un regard qui juge, une parole qui humilie, une indifférence qui glace. Et pourtant, nous restons, parce que c'est mon père, parce que elle a toujours été comme ça, parce que je ne peux pas tourner le dos à ma famille. Mais à quel prix? Poser une limite, ce n'est pas rejeter l'autre, c'est reconnaître que notre intégrité vaut plus que la loyauté à une dynamique malsaine. C'est dire « je t'aime, mais je ne peux pas continuer à m'exposer à ta violence, même subtile. Je te respecte, mais je choisis de me protéger. » Carl Jung nous rappelle que la croissance passe souvent par la séparation. Pas la rupture brutale, mais une mise à distance nécessaire pour se retrouver soi-même. Les limites ne sont pas des murs. Elles sont des ponts vers une relation plus juste, ou vers une paix intérieure retrouvée. Et parfois, la plus grande preuve d'amour qu'on puisse offrir, c'est de se retirer. Non pas pour punir, mais pour guérir. Poser des limites, c'est cesser de tolérer l'intolérable. C'est se dire « je ne suis pas égoïste, je suis en train de me sauver ». Combien de fois avons-nous gardé le silence pour éviter les conflits? Combien de vérités avons-nous avalées pour ne pas blesser, pour ne pas perdre l'autre, pour rester dans le rôle du bon fils, de la femme compréhensive, de l'ami loyal? Mais le prix du silence est souvent bien plus lourd que celui de la parole, car ce qui n'est pas exprimé ne disparaît pas. Cela s'accumule, cela s'infecte, cela se transforme en amertume, en repli, en fatigue chronique d'être toujours celui ou celle qui supporte. Il ne s'agit pas de tout dire brutalement, mais il est vital, à un moment donné, de prendre le risque de la vérité, de dire, avec courage et avec cœur, « Quand tu agis ainsi, je me sens blessé. J'ai besoin que tu me considères différemment. Je t'aime, mais ce que je vis dans cette relation me fait souffrir. » La vérité, quand elle vient du cœur, n'est pas une arme, c'est une lumière. Et parfois, elle éclaire des zones que l'autre n'a jamais vues, parce qu'on ne les lui avait jamais montrées. Carl Jung nous rappelait que ce que nous réprimons ne disparaît pas, mais agit depuis l'ombre. Dire la vérité, c'est faire un acte de désenvoûtement affectif. C'est sortir du non-dit,
de la confusion, des rôles automatiques. Et même si l'autre n'entend pas, même s'il rejette ou minimise, le simple fait de parler nous libère. Car nous cessons d'attendre en silence. Nous cessons de jouer à ça va et nous reprenons notre voix. Parler, c'est se choisir. C'est dire « je ne me tairai plus pour préserver ce qui me détruit ». Il y a une vérité bouleversante dans les enseignements de Carl Jung. Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Et si cette personne qui ne nous aime pas, qui nous critique, qui nous rejette, était en réalité un miroir de quelque chose en nous qui demande à être guéri? Non, cela ne veut pas dire que nous méritons la maltraitance ou que tout est de notre faute. Mais cela signifie que chaque douleur relationnelle peut révéler une blessure intérieure plus ancienne, plus profonde, plus inconsciente. Quand l'autre ne nous voit pas, il réveille la part de nous qui ne s'est jamais sentie légitime. Quand il nous juge, il touche l'endroit où nous doutons encore de notre valeur. Quand il nous méprise, il révèle la voix intérieure qui depuis longtemps nous murmure « Tu n'es pas assez ». La guérison ne passe donc pas seulement par changer de relation, mais par changer notre rapport à nous-mêmes, par aller à la rencontre de notre enfant intérieur blessé, par offrir à cette part de nous, ignorée, dévalorisée, rejetée, l'amour que nous avons attendu des autres toute notre vie. Jung appelait cela le processus d'individuation. Intégrer l'ombre, faire la paix avec soi-même, ne plus se fuir. C'est un chemin exigeant, mais c'est aussi le seul qui mène à la véritable liberté affective. Quand nous comprenons que l'autre n'est qu'un révélateur et non la cause ultime de notre douleur, alors nous reprenons le pouvoir. Et nous pouvons regarder nos relations, même les plus difficiles, avec cette question transformatrice. Qu'est-ce que cette souffrance m'invite à voir en moi? La blessure devient initiation, et l'ennemi, paradoxalement, devient un maître. Il arrive un moment, après le choc, après les larmes, après les silences, où quelque chose en nous dit « assez ». Assez de souffrir pour ce qui ne change pas. Assez de se déformer pour être toléré, assez d'attendre l'amour là où il ne viendra peut-être jamais. C'est alors que commence un autre chemin, celui du recommencement, sans amertume. Ce n'est pas oublier, ce n'est pas minimiser, c'est reconnaître ce qui a été, avec lucidité, avec tendresse, et choisir d'avancer. Non pas en portant la blessure comme une armure, mais comme une source de sagesse. La maturité émotionnelle, c'est comprendre que certains liens ne nous ont pas nourris, mais ils nous ont éveillés. Ils nous ont obligés à nous regarder en face, à guérir des blessures anciennes, à nous affirmer, à choisir enfin de nous aimer, nous. Carl Jung aurait appelé cela une transmutation psychique, le moment où ce qui nous a brisés devient ce qui nous construit. Ne plus dépendre de l'amour non donné, ne plus vivre en attente de réparation extérieure, mais devenir l'adulte qui prend soin de l'enfant blessé que nous avons été. C'est là, dans ce retournement intérieur, que naît la vraie force, une force douce mais indestructible, celle de quelqu'un qui a souffert, oui, mais qui a choisi de ne pas refermer son cœur. Alors, à ceux qui portent encore en eux la douleur d'un amour non partagé, je dis ceci, vous n'êtes pas seuls. Vous êtes précieux et vous avez le droit de recommencer sans vous endurcir. Car au fond, la plus belle victoire, c'est de ne pas avoir laissé la douleur nous voler notre capacité d'aimer.